Et alors là, vous avez le programme de la journée et Olivier, est-ce que... Oui, s'il te plaît. Oui. Allô? Ça va? C'est pas trop fort? Ok. Donc, à l'écran, vous avez le... Je suis obligé de manger le micro maintenant parce que enfin bref, c'est pas vrai. Donc, à l'écran, vous avez le programme de la journée. Il y aura différents intervenants. Du coup, je vous invite à lire parce que là, tout de suite, alors, enfin, si on va le dire. Donc, il y a Marie, Marie Brunner, qui a son micro ici, qui va venir parler et dérouler un diaporama. Ensuite, on a notre président, William Brown, le président de l'association des hypersensibles. C'est quoi ce bordel ? Le président donc qui va parler, qui va parler. Alors aujourd'hui c'est son anniversaire, William. Et alors j'ai l'impression que le micro, on entend quelque chose dans le haut-parleur là. Et donc c'est son anniversaire et aujourd'hui c'est et son anniversaire et quelque chose de particulier puisque il y a Saverio Tomasella qui a, à l'aide d'une pétition en direction de la présidence de la République, Brigitte Macron, a fait en sorte que tous les 13 janvier dorénavant ça soit la fête de l'hypersensibilité. Et c'est tombé pile le 13 janvier, le jour de l'anniversaire de notre président à nous, de l'association des hypersensibles. Donc à 2h30, une pause buffet. Normalement, il y aura de quoi manger si chacun d'entre vous a apporté un peu quelque chose. Enfin voilà, on va voir comment ça va se passer. Donc pause buffet, échange libre entre nous. 14h30, il va y avoir des questions-réponses. Donc il y aura les intervenants vont être sur scène. Ils vont, je pense qu'on pourrait leur poser des questions et on se débrouillera avec le micro pour qu'on puisse vous le passer, si c'est possible. Et sans ça, on s'arrangera autrement. Voilà, mais il est long ce film. Et puis donc, à 16h30, il y a Claire Astrid qui nous fera un One Woman Show. Et comme je serai appelé à répéter dans la journée le programme, là je l'ai mal fait peut-être, j'essaierai de dire les choses un peu mieux, mais voilà, c'est pas simple. En tout cas, merci d'être venu. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver dans le courant de la journée, puisque ça dure jusqu'à 18h, 18h30, donc il y a plusieurs intervenants. Tout le monde ne viendra peut-être pas au même moment. Et puis voilà, j'ai peut-être Else-Marie. Si je pense que tu peux venir, sur scène. On va débrancher. Dans l'armoire là-bas, il y a des politistes. C'est chiant, c'est moi qui donne des ordres en fait. Mais bon, bref. Alors, c'est bon. Voilà. Et donc, ça j'aurais voulu essayer sans, on va essayer sans. D'accord, alors Un, deux, trois. 1, 2, 3. J'aurais préféré sans micro. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ah, derrière, ils n'entendent pas. Non, mais c'est... Ah, là, il y a rien. Bon, bah, je vais... Ça va comme ça? Un peu, tu dis, ça te gêne ou pas? Un tout petit peu plus fort. Comme... Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Ça va? Ok.
Parce que c'est pas facile de parler en micro sans que ça fasse des plausibles et puis sans que ça fasse trop, etc. Vous voyez? Là, ça va? Maintenant, ça va. Ok. Alors, pardon. Mais comment je fais pour... Quelqu'un peut m'aider là? Non, c'est ça. Je voudrais mettre le... Voilà, c'est bon. Alors, voilà. Bienvenue tout le monde. Soyez les bienvenus et merci d'être venus si nombreux. J'espère qu'il y aura peut-être plus de gens après. Nous avons, comme vous avez vu, une longue journée devant nous et j'ai l'honneur de la commencer. Merci beaucoup. Puis j'aimerais que, même si on est fatigué, qu'on en profite le plus possible. Parce que c'est une occasion à saisir. Vous aurez, après le déjeuner, un moment, même 2 heures, de questions-réponses. Et personne ici voudrait que quelqu'un parte en ayant des points d'interrogation dans la tête. Donc, c'est l'occasion de peut-être, j'espère, avoir des réponses à vos questions. Et si on ne peut pas trouver la réponse tout de suite, moi, je vais me renseigner pour la trouver. Je me présente, je m'appelle Else-Marie Brunner, je suis née à Stockholm, la capitale suédoise, où j'ai grandi. Et maintenant, je vis en Suisse romande, qui est la partie francophone de la Suisse. Vous connaissez. Alors, mon sujet de présentation, évidemment, ça va être l'hypersensibilité. Et pour vous donner une idée globale, d'abord, avant de rentrer dans les détails, il s'agit d'un trait de personnalité inné qui appartient à une minorité de gens parmi la population globale, également répartie entre hommes et femmes. Ça ne fait pas trop de papa? Ça va? Ok. Ça existe aussi dans le monde animal. Nous avons, d'abord je dis nous parce que je suis moi-même hypersensible et je m'inclus avec ce que je dis, même si tout ne correspond pas à moi. Et il se peut que, non pas tout, ce que je dis correspond à vous. C'est pour vous de voir. On est tous des individus quand même. Donc, on a un système nerveux plus sensible et un cerveau qui fonctionne un peu différemment. Et je vais parler aussi de la recherche où vous allez comprendre. Le fonctionnement de base, c'est quelque chose que peut-être vous ne vous rendez pas compte parce que c'est tellement automatique, mais c'est que dans une situation nouvelle, on s'arrête pour prendre les stimuli et y réfléchir profondément. Ça s'appelle pause and check, s'arrêter pour contrôler les choses. Mais une fois que la situation est connue, il n'y a pas de problème. Dans ce sens-là, ça prend un peu de temps, mais après, on est un peu comme des poissons dans l'eau. On s'adapte très, 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 très facilement. Alors,
j'ai parlé de traits de personnes au sensoriel uniquement ou émotionnellement uniquement, etc. Donc, ce terme est utilisé, il est bien ancré dans la langue, mais il n'englobe pas vraiment tout. Et c'est pour ça que... J'essaye de parler de haute sensibilité, qui est une traduction plus directe de high sensitivity. Mais high sensitivity a aussi un terme scientifique, Sensory Processing Sensitivity, SPS, qui veut dire sensibilité dans le traitement de l'information sensorielle. C'est ce que je viens de dire, c'est qu'on prend les sensories, l'information sensorielle, et on fait ce traitement qui vient du processing et qui est donc de réfléchir en profondeur. On utilise des zones dans le cerveau qui va plus haut. Alors, le programme, je vais essayer de ne pas faire trop long et diviser en 3 parties. Donc, d'abord, je vais expliquer un peu la haute sensibilité. Ensuite, vous auriez certainement des questions par rapport à ce que je viens de dire. Par contre, si vous avez des questions par rapport aux enfants, au travail, ou des choses plus globales, ou les autres, tout le monde peut intervenir, ça serait intéressant, donc vous pouvez peut-être les garder pour plus tard. Autrement, je suis là si vous devez partir. Et puis, on va faire une courte pause quand même. La partie 2, je vais soulever des recherches. Et 3, le quotidien, parce que ça influence tous les aspects de notre vie. Et aussi comment faire un peu pour trouver son équilibre en étant hautement sensible. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai parlé de traits de personnalité innée. En fait, c'est un trait de tempérament. Chacun a plusieurs tempéraments. Le terme tempérament, c'est plutôt utilisé, disons, en psychologie, temperament, trait, si jamais vous voyez. Et ça veut dire que vous êtes né comme ça. Ça fait partie de votre être authentique. Vous ne pouvez pas aller chez le médecin et dire guérissez-moi de ça, parce que j'en peux plus. C'est pas possible. Il faut apprendre à vivre comme ça, parce que c'est pas une maladie, c'est pas un syndrome, c'est pas une diagnose, une anomalie. C'est non pas quelque chose de mode qu'on a inventé. C'est comme ça. C'est un fait réel. Un trait de personnalité, par contre, ça vient au-dessus du tempérament. C'est par exemple vos expériences avec l'école, votre constellation familiale, les relations, le travail, les valeurs inculquées. Ça, si vous n'êtes pas content, vous pouvez les enlever. Hein, vous pouvez changer, bon, peut-être qu'à l'aide d'un psychologue ou un thérapeute ou tout même, ou des livres, mais ça, on peut changer. Tandis que le tempérament, on ne peut pas changer. Alors, tout le monde naît avec plusieurs tempéraments. On verra tout à l'heure qu'il y a des gens hautement sensibles qui sont aussi chercheurs de sensations. C'est un autre tempérament. Mais celui-là est tellement fort, tellement marquant, qu'on peut, parce que elle influence tous les aspects de notre vie. Vous l'avez certainement remarqué, le travail et la santé, etc. Et être hautement sensible, c'est vraiment une façon de vivre. On peut presque parler de 4 types d'individus dans notre société. Il y a hommes et femmes, ça fait 2 types. Puis il y a femmes hypersensibles ou hautement sensibles et pas, et hommes hautement sensibles et pas. C'est à ce point-là que c'est important, que c'est marquant pour nous. Donc moi, je suis hautement sensible femme, mon voisin c'est un homme, non hautement sensible, et on est diamétralement opposés. Et je vais expliquer tout à l'heure comment ça se passe, pourquoi. On est toujours en minorité. Hein, on est maintenant, les recherches disent, on est entre 15 et 30% selon. Et il y a une majorité. Et nous, comme toutes les autres minorités, on essaye de s'adapter à la majorité.
Et comme c'est des choses diamétralement opposées, ce n'est pas bien, c'est pas possible. On peut essayer, mais tôt ou tard, si on continue, ça va créer des problèmes. Et au fond de soi, on n'est peut-être pas heureux parce qu'on ne se respecte pas. Et la majorité de nous, disons, jugement de valeur, mais ne nous respecte pas parce que c'est pas très connu. High sensitivity, c'est pas très connu. Et on est vu comme des névrosés, des dépressifs, des timides, des faibles, des vulnérables, et toutes ces connotations, disons, si on veut, négatives, hein, et qui font pas justice, hein, parce que la société a besoin de nous, même si on est une minorité. Alors c'est pour ça que je dis qu'avant de pouvoir dire aux autres de quoi il s'agit, il faut soi-même apprendre le plus possible sur ce trait de tempérament, que je vais aussi appeler HS, hein, pour faciliter la locution. Voilà. Le plus qu'on apprend, on apprend à se comprendre, parce que c'est votre authentique. Donc, vous apprenez à vous comprendre, parce que peut-être qu'on a refoulé pendant de nombreuses années, et finalement, il y a la vraie personnalité qui sort quand on apprend ça, on fait sa découverte, hein, c'était mon cas. Et on peut aussi être plus indulgent avec les autres, parce qu'on se sent souvent en attaque, hein, et comme ça, on peut mieux expliquer aussi aux autres. Et au fur et à mesure, peut-être dans 100 ans, ça va être plus connu. Moi, je serai morte, mais je fais ce que je peux. Et c'est simplement l'hypersensibilité ou la haute sensibilité. C'est grâce à cette dame, surtout, que nous connaissons tellement de choses sur ce trait de tempérament. Elle s'appelle Elaine Aron, c'est une Américaine, psychologue, thérapeute, mais surtout écrivaine. Elle a écrit des livres, mais surtout chercheuse. Donc, elle a commencé ses recherches au début des années 90, et c'est elle qui a instauré le terme Highly Sensitive Person. En anglais, c'est toujours HSP, etc. Et c'est aussi grâce à elle qu'il y a ce terme scientifique, Sensory Processing Sensitivity. Et elle a créé un questionnaire échelonné de 1 à 7 qui s'appelle HSP Scale. Et je vous laisse souffler, je vais juste chercher son livre. Voilà, j'y suis. Je vais en parler de ce test tout à l'heure. Elle a un site internet en anglais qui s'appelle hsperson.com. Et là, vous trouverez une liste des articles de recherche. Elle a écrit des centaines d'articles plus spirituels ou de philosophiques ou autres. Et puis moi, je viens de lancer un site en français qui est sous construction, où vous pouvez aussi voir un tout petit peu. Ça, c'est hsperson.fr. Et l'idée avec Elaine, c'est que, à l'instar des autres chercheurs qui gardent pour eux, elle partage avec nous, elle raconte, on peut même s'inscrire pour avoir une lettre de ses nouvelles, etc., où elle dit qu'est-ce qui se passe au niveau recherche, etc. Donc, elle veut aussi enlever cette idée de névrotisme, des choses négatives. Elle veut donner une image positive à un large public. Voilà ces livres. Les 3 premiers, là à gauche, c'est le même livre. Simplement, c'est en mois de mai 2017 que celui-là, il est sorti. Avant, ça s'appelait « Ces gens qui ont peur d'avoir peur ». Bon, c'est l'éditeur qui a donné ce titre. Et
Là, il n'y a pas de recherche, malheureusement. Il n'y a pas, aucun éditeur a pensé à lui demander de faire une mise à jour concernant les recherches. Donc, j'ai essayé modestement de remédier dans mon livre, qui est facile d'accueil, vous pouvez voir après, où il y a quelques exemples de recherche, mais je vais aussi en parler. Et puis ensuite, elle a écrit, un des livres, Le bourreau intérieur, a été traduit en français. Mais donc, elle a commencé ses recherches en 92 et le premier livre en français en 2005. Voilà, ça commence à venir. Alors, parlons de ce questionnaire. Ce questionnaire, j'ai un exemple ici. Il se trouve sur mon site. Vous pouvez le trouver aussi sur son site. Il est aussi dans ce livre, un peu réduit, un peu simplifié. Alors, aucun test ne peut donner un résultat, aucun test psychologique ne peut donner un résultat exact. Mais quand on lit les questions, c'est très profond, donc on sent tout de suite. Et en lisant le test, ça vous donne un bon aperçu de la haute sensibilité, parce que nous sommes un peu de tout ce qui est dans ce test. Les hommes, en général, ont des résultats plus bas. Et comme il y a autant de filles que de garçons, Elaine Aron se dit, bon, ça doit être une question culturelle. Et effectivement, dans certaines sociétés, comme notre société occidentale, la sensibilité en général chez un homme n'est pas très bien acceptée. C'est pas très vu, parce que les hommes doivent correspondre à un profil, à une espèce de boîte masculine avec des valeurs qui ne correspondent pas forcément aux valeurs d'un homme hypersensible ou hautement sensible. Par exemple, la sensibilité, c'est associé avec la faiblesse, manque de virilité et la féminité. Alors on entend souvent les hommes dire « je n'ose pas montrer mes émotions par peur de paraître féminine ». Et paraît-il, les hommes, les garçons, très tôt apprennent à ne plus pleurer, à refouler les larmes. Donc, ils deviennent durs, ils refoulent, et en général, peut-être je schématise un peu, mais c'est ce qu'on dit dans les livres, les hommes, ils montrent, les émotions qu'ils montrent, c'est l'irritabilité et la colère. Donc, imaginez-vous, vous avez des émotions, c'est universel, c'est profond, ça, tout le monde a des émotions de base, et ça, il faut avaler, refouler, c'est pas facile. Et tôt ou tard, ça risque de créer des problèmes mentaux et physiques, parce que les émotions, c'est vraiment intrinsèque en nous. Image de la masculinité, bon guerrier, agressif, macho, protecteur, aussi un beau physique et compétitif, etc. Comme j'ai dit, quand on lit les questions, comme par exemple, l'humeur des autres ne me laisse pas indifférent. Oups. Là, quand j'ai lu ça, il y a 8 ans, je me suis dit, mais voilà la réponse. Pourquoi, quand j'étais dans ma vie, je pouvais rentrer dans une pièce, et je ne suis pas voyante, mais simplement, je pouvais sortir de là et dire, mais je ne me sens pas bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que j'ai pris les émotions des autres, les humeurs, etc. Je suis vraiment sensible à ces changements. Et puis j'allais avec. Donc ça, c'était pas facile. Alors quand on lit les questions, on dit oui à une question et on aurait tendance à dire oui à la prochaine, etc. Ou bien non, 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 non. Ce qui fait qu'il n'y aurait pas tellement une cloche au milieu, mais 2 extrémités. Ceux qui disent non et ceux qui disent oui. Et je connais des personnes qui disent non à toutes les questions. Et moi, j'ai dit oui à toutes, sauf la dernière concernant la timidité. Alors, ce qui est, disons, admis dans la recherche aujourd'hui, c'est que la haute sensibilité est une catégorie, on l'est ou on ne l'est pas.
et pas un continuum. C'est pas quelque chose où on est très sensible ou moins sensible, etc. Ce trait de tempérament, on l'a ou on l'a pas. C'est de naissance. Il y a des gens qui sont très sensibles, il y a des gens qui sont empathiques, qui ont de la compassion, mais ils ne sont pas SPS, hautement sensibles. Alors, qu'est-ce que c'est en plus? Et moi, je vais en parler, on n'en parle pas tellement de point de vue évolutionnaire, on passe dessus. Pour moi, ça a été très important et je l'explique dans mon livre, et c'est parce que quand j'ai compris que, ben voilà, c'est comme ça, on est censé d'être comme ça, ben, ça m'a beaucoup expliqué des choses et facilité. Alors, je vais quand même en parler. Aujourd'hui, enfin, il y a des biologistes évolutionnaires qui ont étudié une centaine de différents animaux, d'allant des moucherons jusqu'aux les singes rhésus, en passant par le poisson, les oiseaux, les animaux de la ferme, les élans, les éléphants, les chevreuils, les renards, etc. Et ils ont testé ces animaux pour voir comment les individus se comportent dans leur milieu écologique et entre eux. Alors, ils ont trouvé que dans chaque espèce étudiée, qu'ils ont nommé agressif, non agressif, ou timide et courageux, etc., parce qu'ils ne se connaissent pas forcément, hein, ils ne savaient pas, ils ont trouvé deux types d'individus, avec chacun son comportement. Et il y avait toujours une majorité d'environ 80% et une minorité d'environ 20%. Maintenant, je vais vous décrire comment fonctionne cette stratégie et vous pouvez voir l'être humain, hein, nous, parce que nous, on est aussi une primate. Alors, admettons, j'ai dit majorité 70 à 85, bon. Parce qu'on pense aujourd'hui, disons qu'il y a des recherches qui se font qui disent qu'on serait plutôt 30% que 20%, ou c'est des individus qui ne sont pas hautement sensibles et qui sont peu vigilants et peu réceptifs. Ils n'ont pas besoin, c'est pas leur faute, hein. Ils n'ont pas besoin pour leur stratégie. Ils sont censés de fonctionner comme ça. Nous, on est très réceptifs à l'environnement. Ce sont des explorateurs impulsifs, hein, donc ils sont tirés d'or, ils vont sur le front, ils sont actifs pour défendre leur troupeau. Ils veulent des résultats rapides et pour ça, ils prennent des risques. Et je dis, si vous trouvez un meilleur mot, il faut me donner, parce qu'insouciance, c'est un peu péjoratif, enfin, il y a une connotation derrière, mais c'est des gens qui se disent, ben voilà, je prends un risque, je fonce, et puis si ça joue pas, ça joue pas. S'il y a un échec, je me le relève, et puis c'est pas grave. Tandis que pour nous, un échec, c'est une cata. La minorité consiste d'individus hautement sensibles, donc ayant ce trait de tempérament, qui sont très vigilants, nous sommes très réceptifs, on est des observateurs réfléchis, donc on s'arrête, on regarde, on sent par les 5 sens et on réfléchit. Okay? Pause and check. On veut faire juste la première fois, pour plusieurs raisons, c'est une question de protection aussi. Et on prend peu de risques ou des risques qui sont vraiment calculés. Si on est carrément sûr de gagner quelque chose, on va prendre le risque. Hein. Ça peut être sympathique aussi. Et on est plutôt anticipant, prévoyant. Je vous donne un exemple du monde animal qui peut, disons, décrire ça. Vous avez 2 chevreuils qui se baladent dans la forêt. Et ils arrivent à une clairière, un petit pré délimité d'herbes nourrissants, etc. Alors, le premier chevreuil, qui n'est pas hautement sensible, il va s'arrêter, il va quand même regarder s'il n'y a pas un prédateur, parce que c'est inné chez les chevreuils de voir. Et puis, ben voilà, il a faim, donc il va sortir dans le pré, il va commencer à manger, à brouter. Le deuxième chevreuil,
j'ai jamais été ici, il faut que je vois, que je me rends compte qu'est-ce qui se passe. Il y a des odeurs, il y a du vent, il y a un bruit, et puis voilà, il va analyser tout ça, cette information, et il va vérifier aussi qu'il n'y a pas un prédateur, et il va sortir dans le pré. Puis il va remarquer qu'il y a des fleurs rouges qui sont toxiques. Et s'il veut, il peut dire à son copain, faut pas manger les fleurs parce que c'est pas bon. Ou bien il le garde pour lui et puis il l'évite en espérant que l'autre les mange. Mais bon. Alors il va sortir, voilà, tout est déjà mangé parce que c'était un pré délimité. Donc il n'y a plus rien pour lui. Alors c'est sa stratégie, cette fois-ci, qui a perdu. Et c'est la stratégie non hypersensible qui a gagné. Donc tout dépend de la situation. D'accord ? S'il y a un qui gagne ou qui perd. Alors maintenant, admettons qu'il y avait eu un chasseur. Le chasseur aurait tué le premier parce qu'il n'a pas vu et puis il est sorti rapidement. Et puis ici, il aurait été tué. Et là, c'est l'autre stratégie qui aurait gagné. Donc, ça dépend de la situation. D'ailleurs, la haute sensibilité existe depuis même avant l'arrivée de l'être humain sur Terre, c'est ancien. Peut-être ça existe aussi chez les plantes, mais il n'y a pas de recherche encore là-dessus. Alors, ça c'est nous, un parapluie, si vous voulez. Ça c'est notre trait de tempérament. Et dessous, on est très différents. On est tous des individus. D'abord, Elaine Aron a pensé que c'était un trait de tempérament introverti. Puis elle s'est vite rendue compte qu'il y a aussi des extravertis. Donc, même la majorité entre nous, introvertis socialement, parce que je ne vais pas me lancer dans des définitions d'introversion et extraversion, socialement. Ça veut dire que ces personnes-là ont un cercle réduit de personnes qu'ils connaissent bien, et ils sont bien avec, et puis c'est comme ça qu'ils gagnent de l'énergie. S'ils doivent sortir et faire des choses, rencontrer plus de monde, ou faire des choses contre eux, ils vont perdre de l'énergie. Donc, et ensuite, il y a évidemment, si vous avez lu des livres sur l'introversion, etc. Mais il y a aussi 30% socialement extravertis, dont je fais partie. C'est des personnes qui choisissent leur cercle social. On n'aime pas trop quand même aller dans un chalet, dans le Jura, manger la fondue avec l'accordéon et plein de gens qui disent rien, enfin on peut pas discuter, donc ça c'est pas. Mais on est plus extraverti. Voilà, moi je suis ici, ça me donnera, j'étais un peu nerveuse, vous avez remarqué, mais après ça me donne de l'énergie et puis je vais profiter pour rester un peu à Paris, pour regarder, pour découvrir, c'est excitant, hein, ça me donne de l'énergie. En rentrant, je vais être super crevée. Mais bon, voilà, c'est ça, c'est qu'on est quand même hautement sensible, donc ça va avec tout ce que je vois et tout le traitement, les réflexions, etc. Ça va m'épuiser. Oh, ouais, je pense. Et puis, qu'on soit introverti ou extraverti, on est aussi 30% de ce qu'on appelle chercheurs de sensations. Alors, qu'est-ce que c'est chercheur de sensations ? C'est un autre tempérament, donc on peut l'être sans être hautement sensible, mais donc 30% entre nous sommes hautement sensibles et chercheurs de sensations. Alors, c'est un trait de tempérament qui a été découvert dans les années 60 aux États-Unis par un monsieur qui s'appelle Mark Zuckerman. Et c'est des gens qui cherchent pas seulement des sensations, mais aussi des nouveautés, des aventures, des nouvelles expériences sensorielles ou mentales. Par exemple, de découvrir une ville, de venir à Paris, regarder, rencontrer des gens inhabituels, tester des drogues. Bon, ça c'est en général, tester des drogues, faire des choses inhabituelles, braver les normes établies. Et le pire, c'est ça, c'est l'ennui. Donc là, c'est une perte totale de l'énergie. Il faut des défis, il faut des aventures, mais modérément, parce que, enfin, pour les sensibles. Et puis,
Aussi de faire des sports osés pour avoir vraiment des frissons, de l'adrénaline, cette excitation. Et je connais 2 dames hautement sensibles qui font la plongée sous-marine parce qu'on regarde les poissons, c'est silence, c'est beau. Mais on devient expert de sécurité parce qu'on ne veut pas prendre de risques ou on élimine le plus de risques possible. Donc, on peut faire le ski off-piste et autres. Et peut-être qu'il n'y a pas trop de hypersensibles qui font le piste-off ski, là, parce que c'est quand même bon. Mais c'est ça, on devient vraiment expert en sécurité et on ne veut pas prendre de risques. Alors, pour revenir, lui, il avait fait un questionnaire que vous pouvez trouver sur Internet de 40 questions. Puis sur le site, mon site, et ici, et aussi dans un de ses livres qui n'ont pas été traduits, vous trouverez ce test de Elaine. Elle a réduit à 20 questions. Alors, qu'est-ce qu'elle a enlevé? Ben voilà, elle a enlevé tout ce qui est risque. Donc, sa première question est comme ça. Si c'était sans danger, je prendrais une drogue qui me donnerait des expériences nouvelles et étranges. Voilà, sans danger, prendre une drogue, avoir des expériences. Voilà, ça, c'est ce qui signifie la sensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on a en commun, en fait? Parce qu'on est des introvertis, extravertis, des chercheurs de sensations, avec nos propres expériences et tout ça, on est vraiment... Et ça ne se voit pas à l'extérieur. Je ne peux pas voir qui est pas, etc. Alors, c'est ce que Elaine Aron appelle DAS. DAS, c'est 4... Moi, c'est pas traduisible toujours dans le même ordre. Et puis moi, j'ai bravé la norme établie, j'ai mis le O à la fin, vous allez voir. Alors, je parle de 4 piliers. Et je vais expliquer chaque pilier pour vous. Il s'agit donc de traitement approfondi, deep processing, réceptivité émotionnelle, emotional receptibility, le E, sensibilité aux subtilités et surstimulation ou être accablé ou stressé, etc. Alors, pour le premier pilier, traitement approfondi, qu'est-ce que c'est? Ben, on vous donne un numéro de téléphone ou une adresse que vous devez retenir. Alors, vous allez faire un tas de... trouver des logiques, vous allez broyer, vous allez dire, bah, tiens, il y a le 28, mais moi, mon voisin, il habite 28, donc ça va de pair. Vous ferez un tas de choses pour ne pas oublier cette chose-là. Ensuite, vous avez entendu parler de la pensée arborescente. Je veux simplement dire, c'est un peu cliché, je trouve, dans la littérature francophone, que toutes les sensibles ont cette pensée. C'est pas vrai, d'après les recherches. Non, pas tout le monde ont cette pensée arborescente. C'est une question d'hémisphère dans le cerveau, si on est droite ou gauche. Alors, la majorité est née avec un hémisphère droit plus actif que l'autre. Mais bon, ça existe, et c'est par exemple, vous commencez... je me balade dans la forêt cet automne. Tout d'un coup, j'entends un ruissement comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il va pleuvoir? Non, c'est juste les feuilles qui tombent. Alors, il y a des rouges, des jaunes, des bruns, de toutes les nuances des feuilles qui tombent. Et je suis là, regardez. Puis, il y a une feuille jaune qui tombe sur une pierre. Et je me dis, oh, c'est beau, on va laisser comme ça. Je me demande si cette feuille va rester tout l'hiver. Peut-être que ça va devenir brun. Et si je reviens dans 2 semaines... je verrai bien si cette feuille est toujours là, mais oui, c'est comme ça dans la vie, et puis voilà, vous rigolez. Et puis voilà, je commence à penser à la vie, à la mort, et un tas de choses. Et là, pendant une promenade où je rencontre des gens qui font leur jogging, etc. Bon, c'est l'aspect fondamental de la haute sensibilité. C'est vraiment deep processing, c'est ce qu'on fait tout le temps, consciemment et inconsciemment. Donc, inconsciemment, c'est... Par exemple, vous avez des rêves... On peut fermer la porte? Non. Ah, ok. Bon. Donc, dans le sommeil, on fait du traitement
de la réflexion profonde, il m'arrive de lire un truc qui m'énerve la journée, puis je l'oublie, hein, entre guillemets, puis je fais mes choses, et puis je me réveille au milieu de la nuit, et puis je me rends compte, bah tiens, quand même ça m'énerve trop, il faut que j'écrive au rédacteur, ou je sais pas quoi. Donc inconsciemment, ça a travaillé. Alors tout ce que vous sentez, toute l'information sensorielle, vous allez faire un traitement approfondi. Voilà. Donc c'est pas le sensoriel, c'est pas l'émotivité qui est la base, c'est le processing, et ça donne les 3 autres piliers et ça revient toujours. Alors nous on est très fort pour apprendre de nos expériences, et c'est pour éviter de faire des erreurs. On veut faire juste la première fois pour pouvoir faire des pronostics. Donc c'est ça qui fait qu'on peut sentir, bah, ça va marcher, non, ça va pas marcher, fais pas ça, ça aura de telles et telles conséquences. On arrive à comprendre les conséquences et comment les choses vont ensemble. Donc ça c'est moi qui parle maintenant, je trouve que dans notre mental, qui fait partie de nous, on est beaucoup dans le passé pour faire des pronostics dans l'avenir. Et ça serait mieux de s'arrêter là, le moment maintenant, hein, au lieu de réfléchir. Donc on est facilement envahi par nos pensées, et aussi nos émotions, mais nos pensées. Voilà. La réceptivité émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Ben, je pense que vous savez, c'est qu'on a des émotions intenses, profondes, et on l'a parce qu'on fait ce processing, on fait la réflexion en profondeur. Tout le monde réfléchit en profondeur, mais comme on va voir, nous on le fait tout le temps, inconsciemment, et plus longuement, plus souvent, etc. Et nous sommes plus réceptifs que les non hautement sensibles pour les circonstances négatives et les circonstances positives. Je vais y revenir pendant les recherches. Ça veut dire que quand quelque chose, on a une bonne nouvelle, ou qu'il y a une bonne ambiance, ou mon mari est de bonne humeur, voilà, je suis de bonne humeur et j'en profite, hein. Je fais une bonne performance, etc. Mais, pardon, pour les négatifs, oui, pour les positifs, hein. Pour les négatifs, s'il y a quelque chose que je lis dans le journal le matin, je peux me mettre à pleurer parce que ça m'affecte, et puis je fais une moins bonne performance, je souffre, je ne vais pas bien, etc. Donc il faut simplement être conscient de ça pour se dire, bah, tiens, maintenant j'ai une réaction typiquement hautement sensible, et se mettre en perspective. Hein? C'est comme ça, je fonctionne comme ça, voilà. Et on peut essayer d'atténuer aussi. Hein. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'enferme. Moi, je ne regarde plus les nouvelles. Et le journal que je lis, ben, c'est pas trop grave, c'est pas vraiment... Puis s'il y a quelque chose, je lis pas l'article, je vois le rubrique, et puis mon mari me tient au courant. Les bêtises que dit le président des États-Unis, enfin, lui, il s'excite, et moi, ça me laisse... voilà. Et nous avons des réactions physiques parce qu'on est très attentif à ce qui se passe en nous. Donc, j'ai mal au ventre, je transpire, j'ai faim, j'ai soif, j'ai la bouche sèche. Oh là là, ça c'est peut-être quelque chose de grave. Vous voyez, on est très attentif à ça aussi. Et n'oubliez pas que les déclencheurs émotionnels les plus forts sont nos prochains. Pour les hypersensibles, c'est très fatigant les autres gens, les rencontres. Même si c'est positif, c'est parce que justement on est en échange comme ça avec les neurones miroirs, je vais vous expliquer après. On ne peut pas s'empêcher à sentir l'autre, donc c'est fatigant. Et si on est avec un narcissique ou quelqu'un qui veut manipuler ou qui dise des choses fortement, etc., qui utilise un vocabulaire, ça peut nous blesser, ça peut nous épuiser. Et c'est ça, c'est vraiment les personnes. Sensibilité aux subtilités, on dit parfois aussi, je lis, oui, les hypersensibles ont tous les 5 sens vraiment exacerbés, etc. Puis c'est pas vrai.
c'est vrai qu'on a les sens développés, on a même parfois un sixième sens, justement notre intuition qui nous dicte des choses. Mais c'est développé, c'est surtout le bruit, parce que si vous avez pensé, on ne peut pas fermer les oreilles. C'est pas possible de vraiment exclure les bruits. Donc, il y avait un ballon qui a éclaté tout à l'heure. Ça, c'était pas très bon pour nous. Mais on n'a pas tout très développé. C'est que notre cerveau est programmé pour remarquer surtout ce que les autres ne remarquent pas. Ça, c'est notre stratégie. Donc, on voit les fleurs rouges dans le pré pour avertir, pour saisir une bonne occasion. Mais on perçoit surtout. Et 80% viennent par les yeux. Donc, si vous avez l'occasion dans le métro, dans le bus, ou si on vous conduit ou dans le train, fermez les yeux, parce que c'est une façon d'éviter plus d'informations sensorielles ou de stimuli. Parce que tout ce que vous regardez, les pancartes que vous allez lire, parce que vous êtes comme ça, vous allez ensuite y réfléchir. Et ça, c'est inutile. Il faut essayer de prendre son énergie et de dire j'ai tant d'énergie, ben, je ne vais pas l'utiliser pour trop regarder autour de moi. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui croient que nous, on a une meilleure vue, hein, j'ai des lunettes, ou une meilleure ouïe, mais c'est justement ce que le cerveau fait avec le sensoriel. Et puisque on fait le traitement en profondeur, on réfléchit sur les stimuli. Et c'est pour ça qu'on est sensible sensoriellement. Et nous sommes très doués, on perçoit et on sait interpréter le non-verbal, hein, le langage corporel. Donc, vous pouvez presque... Enfin, je vous donne un exemple. J'ai une amie, quand je vais à Stockholm, j'habite chez eux. C'est la femme de mon cousin. Lui, il est hypersensible et elle n'est pas du tout. Et puis, elle rentre, elle a les dents serrées, comme ça, les mâchoires. Et puis, elle joue un jeu. Elle veut prétendre ça va bien. Puis, j'insiste pour demander, mais écoute, tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui s'est passé au travail, etc. Et puis, après 10 minutes, vient toute une histoire de son chef et de ci et de ça. Elle ne peut pas cacher. Moi, je peux... Enfin, on remarque quand quelqu'un ment, quand quelqu'un n'est pas authentique. On le sent, on le remarque. Donc, c'est pour ça aussi que les personnes HS sont très douées avec les plantes, avec les enfants, les personnes âgées, les démons, etc. Parce que on peut sentir leurs besoins, de ce dont ils ont besoin. Et d'ailleurs, pour ça, peut-être que beaucoup de personnes hautement sensibles travaillent de prendre soin des autres, etc. Et c'est parce que nous remarquons les subtilités que nous comprenons facilement comment les choses sont connectées. How they hang together. Je sais pas, le sens des choses. Et on peut tirer des conclusions et les gens demandent, mais comment tu sais? Et puis je ne sais pas, c'est mon intuition, c'est l'apprentissage de mes expériences qui fait que je fais des pronostics, etc. Et la surstimulation. Ça, c'est le pire pour nous, et je vais en reparler après la pause, c'est qu'il faut vraiment, on évite, etc., qui est plus bas. Donc, on va essayer de ne pas aller jusque-là. Seuil de tolérance pas. On a deux sources de stimuli. D'une part, ce qui vient dehors. Hein. En venant ici, vous êtes allé à pied ou vous avez pris le métro, je ne sais pas, il pleut. Tout ça, vous sentez. Et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, dedans, dans votre corps, vous savez comment vous réagissez par rapport à certaines choses. Alors, surstimulation, c'est ce O dans le DAS, overstimulation. C'est peut-être pas très français de dire surstimulation, mais accablé, écrasé, stressé. Ça peut aussi vouloir dire, donc, mentalement, hein, c'est pas seulement une question de stimuli. Dans le test, il y a des questions, comme par exemple, je suis facilement accablé par les lumières vives, les odeurs fortes, les tissus rêches et les sirènes proches. Il y en a eu beaucoup de sirènes ici, je dois dire.
Je m'énerve lorsque beaucoup de choses se passent autour de moi. Je fais de mon possible pour éviter les situations bouleversantes ou accablantes, etc. Donc là, il y a des questions quand même qui disent que ben voilà, si on ne fait pas attention, on est facilement accablé, stressé. Les conséquences de tout ça, c'est que quand personne fait de bonnes prestations quand il a eu trop de stimuli, mais nous, c'est pas bien, on fait de moins bonnes prestations. Par exemple, un enfant qui doit aller devant la classe et faire une exposition, ben, il est stressé, il est certainement angoissé parce qu'il est sensible et il ne va pas peut-être faire une bonne présentation à cause de ça. Alors, quand on est surstimulé, ça peut aller très vite. Hein. Vous avez tenu le coup toute la journée parce qu'on ne peut pas exploser au travail ou dehors. Et puis, vous rentrez, pour les enfants aussi, vous rentrez et puis là, c'est paf, il suffit d'une goutte pour que le verre déborde. Hein. Mon mari peut me dire quelque chose ou faire quelque chose et je prends ça comme prétexte de lâcher, de me laisser aller. Donc, il y a une grande irritabilité. On peut exploser et on peut avoir ce que j'appelle des courts-circuits, des crises de panique. Et vous savez, quand on est stressé, ça peut être bon parce qu'on a l'adrénaline qui vous pousse à faire une prestation ou à faire quelque chose, ça peut être bien. Mais si on est tout le temps stressé, ça devient vraiment le stress chronique. Il y a cortisol qui s'accumule dans le sang, et ce qui fait que on a des problèmes de sommeil, on peut trop manger, on devient irritable, etc. Mais alors, quand vous êtes dans une situation de stress où vous êtes censé de fuir ou de partir, les personnes hautement sensibles ont tendance à on reste, on gèle sur place, on fait rien. On ferme les yeux et on espère que ça va pas, qu'il n'y aura pas quelque chose de grave. Et j'ai vécu ça beaucoup dans ma vie parce que je faisais du vélo avec mon mari. Et à l'époque, on ne pouvait pas seulement rentrer dans les wagons de train. Il fallait un wagon, il fallait ouvrir la porte et pousser. Il n'y avait personne pour nous aider. Puis moi, j'ai aidé mon mari. Je gardais un œil sur les rucksacks et il ne fallait pas arrêter le train et tout. Puis à un moment, une fois, j'en peux plus. Je suis restée comme ça et puis j'en pouvais vraiment plus. Je ne savais pas agir. Et là, évidemment, si quelqu'un avait vu ça, il aurait eu de la peine à comprendre. Mais bon, pour moi, c'était comme un court-circuit. Et c'est pour ça qu'on évite des situations qui stimulent trop. C'est normal, c'est notre défense. Donc, il y a des extravertis, peut-être, qui préfèrent de rester à la maison parce que autrement c'est trop stimulant. Alors on peut faire ses achats en ligne. Parfois j'ai vraiment envie de faire quelque chose, puis je me dis non, ça vaut pas la peine. J'ai tant d'énergie, je vais pas gaspiller pour ça. Ça vaut pas la peine. Donc je le fais pas. C'est quelque chose, on doit vivre avec ça et apprendre. Mais on est doué pour ces apprentissages. Et c'est pour ça qu'on a besoin de temps pour soi. Peut-être vous avez remarqué, dans le test, c'est écrit c'est écrit quelque part qu'on se retire. Non, ça, c'est pas le bon test. Évidemment que je ne le trouve pas. Pendant les journées chargées, j'ai besoin de me retirer, soit au lit, soit dans une pièce obscurcie, soit dans tout endroit où je peux être tranquille et libérée de toute stimulation. Ça ne veut pas forcément dire qu'on veut dormir, on veut juste être au calme. Pas de stimuli, pas de lumière, pas quelqu'un qui frappe à la porte. Ça, on veut vraiment qu'on nous foute la paix. Voilà. Ça peut prendre une vingtaine de minutes pour que le cortisol trouve son niveau normal. Voilà. Alors, évidemment que ces piliers ont des conséquences. Et c'est un peu tout lié ensemble comme un spirale. Hein. La réflexion en profondeur, les émotions en profondeur, les 5 sens en profondeur. Il y a des avantages, il y a beaucoup plus de ça. Je fais un peu plus explicite dans mon livre. Nous sommes créatifs.
nous avons tous la créativité en nous, qu'elle ait été refoulée ou pas, ou que quelqu'un vous a pas permis d'être créatif, mais elle est là. Donc si on veut essayer de faire des choses pour soi, pour sentir qu'on fait autre chose et que ça peut être bien, voilà, on a la créativité en nous, ayez confiance, ça fait partie de... Donc ça, c'est des choses qui font vraiment partie de la haute sensibilité. La même chose avec l'intuition. Ça vient justement de ce traitement en profondeur, que l'intuition, c'est de savoir quelque chose sans savoir comment on le sait. Et on est très doué pour ça. Et moi, j'utilise aussi le terme « ma voix intérieure ». Parce que quand j'écoute, quand j'apprends, j'ai appris à entendre ma voix intérieure, à l'écouter, et maintenant, je la suis. Parce que jusqu'à maintenant, elle ne m'a jamais menti. Donc, si vous ne savez pas prendre une décision, réfléchissez pas. Attendez, ça va venir tout seul. Hein, tout d'un coup, vous allez sentir, ah ben oui, c'est ça. On est consciencieux. Ça veut dire qu'on n'aime pas déranger les autres. On veut faire de notre mieux. Il y en a qui sont perfectionnistes. Et bon, c'est tout un autre chapitre, mais c'est aussi quelque chose qui est assez fréquent. On ne veut donc pas déranger les autres. Donc, si vous faites un travail en équipe et que tout le monde dépend de vous, de votre prestation, ben vous allez le faire. Même si ça va vous coûter du travail jusqu'à 1h du matin, vous allez le faire. Et aussi parce qu'on est très fort pour se rendre compte de la conséquence de nos actes. Vous voyez, on peut dire, ben, si je fais comme ça, là, oui, ça c'est pas bien, ça va aller comme ça, etc. Donc ça, on le sent, on le sait. Donc c'est pour ça qu'on est consciencieux et parfois ça peut nous coûter cher parce qu'on pourrait aussi faire un peu moins et ça irait quand même parce qu'on a des talents, on a des forces, on est très doué. Donc on peut se demander est-ce que ça vaut la peine d'aller si loin parce que justement ça nous coûte cher. On a une forte empathie et compassion, je vais en revenir pendant les recherches. Nous voyons les améliorations à faire, justement, puisqu'on sent les autres, on se rend compte que la lumière est très forte, donc un tel a besoin d'un coussin dans le dos, ou qu'un tel a plutôt envie de rentrer, etc. On peut sentir tout ça et ça peut nous déstabiliser aussi. Hein? On peut profiter de peu, on n'a pas besoin d'extravagance pour être content. Je sens le café, mon mari est levé, il a fait un café, ça sent bon, je le sens vraiment profondément, et puis c'est pas beaucoup. Ou bien on voit quelque chose, un rayon de soleil, ou quelqu'un fait un gentil téléphone, voilà. Et là, on va justement profiter du positif plus haut que les autres. Nous nous soucions de justice sociale, des questions sur l'environnement, l'échauffement global, merci. C'est très bien, il faut des personnes comme nous, mais ça peut coûter cher aussi. Parce que parfois, quand je lis le journal, des choses, je me dis, ben, ils ne pensent pas plus loin que leur nez, c'est pas possible qu'ils font comme ça, mais c'est vraiment irréfléchi, mais oh, ça fait mal, mais de toute façon, je vais bientôt mourir, donc c'est égal. Enfin, vous voyez, ça peut faire très très mal, ça peut vraiment remuer en nous, ces questions-là. Mais c'est aussi peut-être nous qui faisons en sorte qui soulèvent ces questions de l'environnement, parce que quand j'étais petite à l'école, le prof il grondait un autre élève et j'ai fait la remarque que mon Dieu, c'est comme s'il me grondait moi. Et c'est la même chose, on pense plus large. Quelques désavantages, donc je vais en reparler parce que c'est important, on est vite submergé ou stressé et on a des problèmes d'allergie souvent, des eczémas, de l'asthme, des choses comme ça. On a un système immunitaire qui est plus sensible. Nous sommes sensibles aux médicaments, donc
beaucoup d'entre nous n'en prennent pas parce que c'est déjà trop. Là, je sais moi-même, j'ai essayé la plus petite dose et ça me rend malade, quoi. Donc maintenant, c'est plutôt l'homéopathie si j'en prends. Hein. Et c'est aussi, par exemple, les dissolvants, les choses de nettoyage, etc. On peut réagir fortement et rapidement à la faim, c'est-à-dire la nourriture, c'est un carburant pour nous. Donc quand on a faim, c'est peut-être pas forcément qu'on a faim, mais on a besoin de quelque chose. Donc ça peut venir subitement, et j'ai une amie, si on voyage ensemble, comme ça tout d'un coup, elle devient infecte, et je lui dis, mais écoute, on va manger quelque chose, un fruit ou n'importe, et puis elle fait, puis c'est bon, elle rigole là-dessus. Mais c'est vraiment, là, on n'est pas très sympa. Hein, donc, conseil, c'est d'avoir quelque chose dans sa poche ou dans son sac, des amandes ou un fruit ou autre. Souvent, ça c'est typique pour nous, en tant que minorité, on a une mauvaise estime de soi parce qu'on est une minorité. Donc on sait souvent, puisqu'on essaye de s'adapter à la majorité, à cette société qui a été faite par et presque pour les non-sensibles, ben on pense qu'on est anormal, on est bizarre, on n'est pas bien. Et souvent, peut-être, vous avez eu des critiques sur vous, votre être. Ah, tu es trop émotionnel, tu réfléchis trop, etc. Et ça, c'est des attaques sur votre personne, et ça fait mal. Et donc, on commence à se dire, ben voilà, il y a quelque chose qui cloche avec moi. On n'est pas doué pour mettre des limites, hein, vous savez, je pense. On ne sait pas dire non. C'est difficile. Alors ça, je dis vraiment, il faut apprendre. Je suis en train d'apprendre de dire non. Ça ne me convient pas. On n'a pas forcément besoin de dire une raison, simplement pour vous protéger. Il ne faut pas se forcer. J'ai plus envie de me forcer à faire des choses pour les autres. C'est un peu moi d'abord et ensuite les autres. Ce qui est humain, c'est normal. On prend mal la critique parce qu'on y réfléchit en profondeur. Hein, si quelqu'un dit quelque chose sur vous, ça c'est vrai. On a besoin de feedback, mais si possible positif. Ou avant que quelqu'un dise quelque chose de négatif, en psychologie, il paraît qu'il faut dire d'abord 7 choses positives. Alors si vous voulez critiquer quelqu'un, vous trouvez 7 choses positives, comme ça passe mieux, ça passe plus facilement. Mais c'est vrai qu'on prend mal la critique. Alors, voilà, c'est comme ça. Si vous savez que ça fait partie du fait que vous êtes HS, ben voilà, ça enlève un peu, ça déstigmatise. C'est religieux à côté. Voilà, et puis voilà. Alors, je voulais juste dire que entre 2h30 et 4h30, il y aura questions-réponses. Donc, si vous avez des questions par rapport vraiment à ce que je viens de dire, tout à fait, mais peut-être si des questions plus globales sur le travail ou les enfants, etc., on peut, pour que tout le monde puisse donner son avis, que ce n'est pas que moi qui parle, peut-être que vous pouvez les garder pour plus tard. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de raconter ? Est-ce qu'il y a vous connaissez Elaine Aron ou ses théories ou c'est nouveau? C'est nouveau. Pardon? Oui. Okay. Est-ce qu'on peut dire être hypersensible, c'est être hyperperfectionniste et trop analytique? Et trop? Perfectionniste. Ah oui, oui, justement, la question est, est-ce qu'on est, quand on est hypersensible, on est perfectionniste? Évidemment, c'est individuel, hein, mais c'est un trait, une caractéristique qui est quand même, on a tendance à être perfectionniste. Ça peut être aussi pour peut-être cacher si on se sent anormal ou si on a des angoisses ou comme ça, on le cache pour soi, si vous voulez, en étant perfectionniste. Mais ça n'existe pas. Personne ne peut tout faire à 100%, et si c'était le cas, ça deviendrait ennuyeux. Hein. Moi, je crois, c'est pas... Mais c'est effectivement, mais il y a peut-être aussi des personnes qui ne sont pas hypersensibles, qui sont perfectionnistes. Hein.
Alors, Elaine, E-L-A-I-N-E, Aron, A-R-O-N. Et son mari est chercheur, il fait des recherches sur l'amour et les relations. Donc, ils font beaucoup de recherches ensemble. Oui, monsieur? Est-ce qu'il y a des ponts avec, par exemple, la personnalité évitante ou les personnes haut potentiel ont beaucoup de points communs entre ces différents types de... Oui, alors pour monsieur demandons pour personnalité, vous devez dire qui évite. Alors voilà, ça peut être, donc le HS, c'est neutre, d'accord? C'est une stratégie dans l'évolution qui est neutre. Donc, mais comme on a d'autres tempéraments, l'hypersensibilité n'exclut pas une diagnose ou un syndrome, mais il y en a qui sont plus ou moins, qui vont vraiment contre TDAH, par exemple. Je peux vous en parler après. Ça existe, mais c'est peu probable. Attends. Et puis, donc, quand on évite, c'est peut-être parce qu'on évite surstimuler. Donc, comme j'ai dit, on se retire, on se dit, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Je vais être fatiguée, j'ai un autre truc à faire, donc c'est plus important, etc. On négocie un peu. Hein. Le haut potentiel, il y a beaucoup, j'ai pas de chiffres, et j'ai jamais vu un chiffre, combien de personnes hautement sensibles sont aussi haut potentiel, donc c'est quand on a un QI qui est plus élevé, hein. Mais il y en a pas mal parmi les hypersensibles qui sont. Mais là, je fais une parenthèse, j'ai lu pas mal de choses sur le haut potentiel. Et dans ces livres en français, c'est que tous les hauts potentiels sont hypersensibles, ce qui n'est pas forcément vrai à mon avis. Il y a des personnes avec un QI élevé qui ne sont pas forcément sensibles. Et puis, c'est que une fois j'ai écrit à une auteure, elle dit, est-ce que vous connaissez Elaine Aron, High Sensitivity, parce que nous, on est 15 à 30. Les hauts potentiels sont 2 à 4, et c'est comment on définit. Donc, ça fait que je sais qu'il y a des personnes, parce qu'ils se sentent hypersensibles, pensent qu'ils sont HP. Et je leur demande, est-ce que tu as fait un test, le VICE, ou un vrai test? Non, mais je sais, je suis sensible. Vous voyez, ça, c'est dangereux, à mon avis. Voilà, parce que c'est quand même... disons, j'ai essayé aussi de comprendre, quelle est la différence. C'est, je pense, les intensités. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dabrowski. Non, ok. Mais c'est des intensités intellectuelles, motrices, etc. Oui. Je voudrais juste donner une précision. Oui. Excusez-nous pour le bruit qu'il y a là. En fait, ici, c'est un local associatif qui est utilisé par beaucoup d'associations. Et donc, en ce moment, il y a peut-être un corps de danse. C'est chaud, mais ils chantent joli, c'est joli. Voilà, donc, voilà, voilà. Oui, oui, madame. Oui, c'est inné. On est né hypersensible, c'est une catégorie. On l'est ou on ne l'est pas. On peut être plus ou moins, mais c'est une catégorie. Enfin, c'est ce que les recherches disent aujourd'hui. Hein. Peut-être ça change dans 10 ans. Oui. Ouais. Oui, je vais en revenir après la petite pause. Je vais parler un peu des recherches. D'accord? Oui. Oui, c'est héréditaire. Ça peut, donc vous l'avez hérité de quelqu'un, mais ça peut sauter une génération. Elaine Aron était la seule dans sa famille à être hautement sensible. Donc pour elle, c'était compliqué parce que je vais parler un peu plus tard de l'enfance ou comme ça, que ça serait bien si les parents, même s'ils ne sont pas sensibles, voient que tiens, j'ai mon fils qui est sensible ou qui réagit comme ci, comme ça, et puis de s'adapter un peu. Mais, donc, oui. Indirectement, les accidents de la vie peuvent nous faire devenir HS. Pardon? Oui. À la base, il y a une prédisposition génétique, mais il y a aussi les études qui font qu'on peut devenir... Non, disons que ça vient de naissance, et puis ensuite,
si vous grandissez dans un environnement où vous n'êtes pas bien compris, vous n'avez pas la sécurité et l'attachement émotionnel, si vous êtes dans un environnement adverse, hein, évidemment, ça peut accentuer des choses. Je vais en parler dans les recherches concernant l'importance de notre enfance. Donc, vous aurez... Oui? Est-ce que justement, tout à l'heure, vous avez parlé, tout à l'heure, on a compris un peu la matière, vous avez parlé brièvement de la chambre, etc. Est-ce que vous avez plus justement dans ce débat d'expliquer tout ce qui lie l'hypersensibilité dans les symptômes Ok, bon, c'est une question un peu les diagnoses, etc. Est-ce que, à mon avis, ça serait sympa si on pouvait prendre... Vous allez rester aujourd'hui? Ok. Alors, s'il vous plaît, nous reposez la question, d'accord? Parce que pour les diagnoses, alors évidemment, on peut avoir un syndrome, tout dépend de l'environnement. Parce que la clé, c'est génétique et environnement. Ça s'appelle l'épigénétique. Ça veut dire que, ben voilà, vous avez un set de gènes et selon votre environnement, ça va s'activer ou rester inhibé. Donc nous, on est très, très, très près de l'environnement, on est réceptif, donc il y a des choses auxquelles on est sensible et ça peut déclencher des choses. Mais on reprend. Oui? Je voudrais savoir si vous avez une reconnaissance de cette HS, de l'état de ces personnes, et s'il y aurait un test, oui, justement, qui amène à la reconnaissance de cette catégorie de personnes. Bah, disons, le test, c'est ce que j'ai ici, c'est dans le livre. Ce test, peut-être j'ai oublié de dire ça, ce test, le HSP Scale, est utilisé dans les recherches scientifiques comme un instrument pour mesurer le niveau d'hypersensibilité de quelqu'un ou pas. Donc, avant qu'on fait une recherche, une étude, on divise en non hypersensible et hautement sensible, si vous voulez. Donc, pour avoir ces deux stratégies, pour pouvoir avoir un point de comparaison. Donc, c'est... Oui, parce que socialement, ça peut être... Ah, socialement, ça va très lentement. Vous avez remarqué, c'est très lent. Et bon, aux États-Unis, si vous mettez High Sensitivity sur le Google, vous allez être inondé. Hein, mais il y a aussi beaucoup de pages de choses qui ne sont pas forcément correctes. Moi, j'essaye d'être le plus strict possible parce que pour moi, c'est ça. Et comme avec tout, pour changer les idées, les préconçus des gens, c'est difficile. Mais il faut qu'on aille dans la société, qu'on répande ça. Moi, j'aurais bien voulu avoir des profs d'école, des médecins, de tout. Mais si vous dites, je ne sais pas combien de... J'ai téléphoné à un psychologue, un thérapeute, et dit, mais est-ce que vous connaissez la haute sensibilité? Mais madame, tout le monde est sensible. Oui, bien sûr, on est plus ou moins sensible, mais ça, c'est vraiment un trait de tempérament, un trait de personnalité inné et qui sépare. Et c'est dommage de ne pas... Bon, il y a déjà cette journée, vous savez, cette journée-là, c'est formidable parce que j'en ai parlé avec mes collègues en Suède ou autres. Hein. Je fais partie un peu d'un réseau comme ça. On échange des vues et je dis, oh, mais c'est formidable, mon Dieu, ça, si on pouvait avoir ça en Suède, etc. Donc, probablement, grâce à M. Tomadella aussi, il y aura plus de presse, voilà. Oui, je crois qu'il y avait la main. Vous avez fait le parallèle avec les personnes HP. Est-ce que vous faites également le parallèle avec les troubles bipolaires ou c'est totalement... Alors, trouble bipolaire, c'est un syndrome qui est marqué dans le DSM américain. Là, il y a des choses. Alors, parfois, chez quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est la haute sensibilité, un médecin va dire, ben voilà, vous êtes bipolaire parce que vous, avec les circonstances négatives et les circonstances positives, à se dire, non, j'ai pas envie d'aller à Noël voir la famille, ça va m'épuiser, parce que nous, on a besoin
d'aller un peu en profondeur avec les choses. Eux, ils font que papoter, ça va 10 minutes, mais après je suis épuisée. Il faut avoir le courage de dire non, si jamais. Et puis, on n'est pas des malades. Donc, c'est pas pour quelqu'un de non hypersensible qui peut dire « Oh, ma chère, tu es hautement sensible, pauvre toi. » C'est pas ça. C'est simplement... voilà, nous, on doit savoir. L'autre, on peut pas... L'autre ne peut pas s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter. Non, ouais. Ben, c'est-à-dire que, ça, je vais parler tout à l'heure un peu des relations. Ça veut dire que... je prends après. Vous pouvez garder ça? Oui, il y a des questions là. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec la spasmophilie? L'hypersensibilité, pour vous, est-ce que c'est comme être spasmophile? Non, d'abord des spasmes. La spasmophilie, c'est un mal qui est seulement diagnostiqué en France. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, on parle de spasmophilie, ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur la spasmophilie où on parle d'hypersensibilité. Oui, mais c'est ce que j'ai essayé de dire. Alors, HS, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'hypersensibilité? Vous voyez, c'est un terme qui est profond, qui existe. Donc, mon livre aussi, je dis hypersensible, et là c'est hypersensible, mais on peut avoir cette sensibilité sensorielle. Mais vous savez, le HS, le haute sensibilité, c'est beaucoup, beaucoup plus. C'est justement un trait de personnalité inné qui est neutre. Donc, on n'a pas, a priori, s'il y a quelqu'un qui a un syndrome avec, c'est possible. Mais là, de ce que je parle, c'est vraiment neutre. C'est la situation qui dit, c'est dans l'évolution. La preuve, c'est qu'on n'aurait pas pu exister dans l'évolution si ça avait été une anomalie. Il suffit qu'on sauve une vie pour exister dans l'évolution. Donc, spasmologie, non, pas de connexion avec... Spasmophilie. Spasmophilie, je vais regarder, ok. Parce que moi j'ai lu plein d'ouvrages sur la spasmophilie qui fait vraiment... ouais. Mais c'est comme je disais... le terme d'hypersensible aussi bien que spasmophile. Voilà, mais c'est un problématique de terme en fait. Oui, je pense. Ouais. Oui, madame. Oui, allez-y. Est-ce que le travail exercé pour un hypersensible est important? Oui, je vais en parler tout à l'heure. Je vais dire 2 mots sur le travail et puis j'estime il y avait quelqu'un d'autre qui avait des choses. C'est aussi un sujet qu'on peut prendre après. Mais c'est vrai qu'on... on n'exerce pas toujours un travail qui est en adéquation avec notre hypersensibilité ou qui permet de donner des... Oui. Je peux revenir plus tard. Ouais, ok. J'ai pas bien compris quels sont les critères qui permettent de distinguer les hypersensibles extravertis et introvertis. C'est que, bon, introverti, c'est un cercle vraiment réduit. Et on est bien avec soi, on fait son traitement en profondeur, etc. On gagne de l'énergie, comme ça me suffit. C'est petit, hein, ça me suffit. Extraverti, c'est comme les extravertis, plus ou moins extravertis. Donc on est tiré dehors, on veut voir du monde, plus ou moins. Quand on est hypersensible, ça va nous épuiser. Enfin, épuiser, non, ça va nous donner de l'énergie, mais après, on va devoir peut-être être sans stimuli. Vous voyez, on a une tolérance de stimuli plus basse que les autres. Mais par exemple, ma voisine, elle est extravertie, elle n'est pas du tout hautement sensible, elle est très sensible. Attention, elle est sensible, elle a beaucoup d'empathie, mais elle n'a pas ce trait de tempérament. Et elle, alors, si on voyait son agenda, c'est du matin au soir, elle gère une ferme, elle a des petits-enfants, elle a des cercles. Moi, ça m'épuise, rien que voir. Mais elle me dit, ah non, mais moi, ça me donne de l'énergie. C'est ça. Ok. Oui, la dame. Côté sentimental, il vaut mieux être avec un hypersensible ou... Je reviens tout à l'heure. Non, je crois que non. Pas, je reviens, d'accord? Oui. Oui, il y a des stimuli qui nous pompent et des stimuli qui nous ressourcent. À vous de les trouver. Voilà. Ouais. Oui? Est-ce que vous avez noté des liens avec les abus vers l'enfance, l'inceste ou la pédocriminalité?
maintenant, je généralise, mais je parle un peu de mes expériences. Les personnes hautement sensibles sont peut-être facilement manipulées parce que dans les relations aussi, on n'abandonne pas tout de suite. On peut tout faire pour que ça marche. Mais c'est vrai qu'on devient des agapes, on dit, de narcissiques, etc. Alors, c'est pas que nous qui avons des parents narcissiques ou autres, mais c'est assez facile parce qu'avec notre empathie, on veut aider. Hein. On veut aider à ce que mon mari puisse faire sa carrière, ou je vais être là, je vais servir. C'est vrai, mais de l'autre sens, on a une intuition qui peut dire, quand on a appris une fois, première fois, on peut tomber dans la trappe, et deuxième fois, on devient méchant. On a aussi l'intuition qui peut dire, tiens, cette personne n'est pas authentique, il me fait marcher, etc. Mais c'est vrai que quand on a eu une enfance comme ça va laisser des traces. Mais je vais parler de l'enfance tout à l'heure. Est-ce qu'on fait une petite pause quand même? Oh là là, il est... Ouais, c'est long. Mais bon, c'est intéressant, il y a des questions, mais on fait une petite pause.